Bonjour, bienvenue au symposium Art et Art du 18 mars 2008. Nous sommes à l'université Paris Diderot, Paris 7, sur le campus de Jussieu. Nous rendons ici aujourd'hui un hommage à André Varno, né en 1885, mort en 1960. Et comme nous sommes au cœur de l'université, nous allons expliquer pourquoi André Varno nous paraît passionnant et incontournable. Dans le cadre de la sociologie de l'art, André Varno était un grand critique d'art. Donc, Jeannine Varno, ici présente, parlera de cet aspect de son œuvre, de sa vie. Toujours dans le cadre de la sociologie de l'art, André Varno était aussi un artiste, un véritable artiste peintre et dessinateur. Donc, Jeannine évoquera cet aspect-là. Par ailleurs, en aidant ses amis artistes tout au long de sa vie, il est devenu, plus ou moins par hasard, un collectionneur des grands artistes d'aujourd'hui, enfin reconnus. Et dans le cadre de la sociologie de l'art et des sciences en information communication, André Varno a été critique d'art, mais aussi dans des journaux, donc journaliste et illustrateur, dans la revue Comédia et au Figaro de 1915 à 1960. Non, Figaro 1933. Alors, mon erreur, Figaro, c'est très bien que Jeannine soit là, 1933, 1960. Donc Comédia 1915. 1909. 1909. Oui, et puis après, ça a repris en 20. Enfin, D'accord. C'est bien parce qu'en effet, c'est pas forcément précisé. D'accord. Alors, toujours dans le cadre de la sociologie de l'art, André Varno est intéressant en tant qu'écrivain. On présentera au cours de la conférence de Jeannine quelques-uns des livres qu'il a écrits, qui ont été édités, et nous avons des éditions d'époque que nous présenterons sur votre écran et qui paraîtront sur notre banc-titre. André Varno, c'est aussi un théoricien de l'art. On lui attribue la création du mot École de Paris. Ça a été le créateur et le héros de l'École de Paris. Dans le cadre de l'histoire et de l'histoire de l'art, André Varno a écrit un livre magnifique qui sera donc réédité dans la collection Art et Art de l'université, édition intégrale avec les illustrations. Le livre Prisonnier de guerre dont va vous parler Jeannine Varno. Donc là, tu es bien d'accord, c'est 1915 ? Oui. Voilà, d'accord. Et pour Histoire et Histoire de l'art encore, André Varno a écrit Petites images du temps de guerre, pour lequel il a eu le prix de l'Académie française en 1917. Donc je vous le présenterai, Jeannine vous le présentera aussi. Nous avons pris les livres que nous vous présenterons. Alors, après la visioconférence et la conférence de Jeannine Varno, qui va nous parler de tous ces éléments-là, de la vie de Monsieur Varno, il y aura une exposition où vous aurez présenté pratiquement 400 dessins originaux de prisonniers de guerre qu'André Varno a rapportés du front. Et il y aura aussi des dessins de presse du Figaro. Pour reprendre une jolie phrase d'André Varno, je cite « Pendant ces 40 ans, en ai-je vu naître, grandir et mourir des gloires et des réputations, des petits devenir grands et des grands devenir petits. » Donc l'exposition, en fait, se passe en 2 temps. Il y a au mur des encadrements avec un parcours thématique sur le prisonnier de guerre, par exemple les amours, les permes, l'enfance, la vie des camps. Toute la vie des camps, et notamment la partie internationale qui est absolument extraordinaire, qu'on vous avait montré par l'image déjà dans des présentes visios. Donc, parallèlement, il y a un petit parcours d'histoire de l'art où on présente les artistes aimés et promus par André Varno et désormais devenus grands. Donc l'exposition, en parallèle à ces dessins de guerre, cheminera avec l'art des amis découverts, aimés et promus par André Varno
est désormais devenu grand. Je cite Picasso, Derain, Dufy, Matisse, Van Dongen, De Vlaminck, Rouault, Braque, Utrillo, Chagall, De Segonzague, Jacques Villon, Zadkine, Buffet, Fujita, Pasquine, Bachet, la réalité poétique, que j'ai découvert grâce à Jeanine Varnaud, que je ne connaissais pas du tout, enfin très peu, je ne connaissais même pas le nom, à part quelques artistes, Brianchon, Caillard, Cavaillès, Le Gueux, Limouze, Oudot, Plançon, Tereshkovitch, qui est un très joli peintre, et que j'ai découvert à cette occasion, Limouze, Caillard. Sans oublier, par la suite, Gargalio, Anguera, Manolo, Poncé, Soubira Puig, Scrive, Miro. Voilà. Alors, Jeanine Varnaud va maintenant... Et Carzou, si aussi, il y est. Non, il y est. J'ai mis. Il y est toujours, c'est sûr. Et il est exposé, ça c'est sûr. Il est dans les gravures. Et Jeanine Varnaud va vous présenter donc... Je présente maintenant Jeanine Varnaud, la conférencière. Elle est, parce que vous la connaissez, mais les étudiants et les post-doctorants ne la connaissent pas forcément. Donc, il ne faut pas oublier que ces visioconférences sont faites non seulement pour les amateurs d'art comme vous, présents dans la salle, mais aussi les post-doctorants, les professeurs d'université qui parfois n'ont pas ces informations-là, et bien sûr le grand public qui peut regarder nos conférences à longueur d'année grâce à Internet. Donc, je m'appelle Lise Cormery. Je suis docteur de l'université et j'ai eu la chance d'être commissaire d'exposition avec Jeanine pour cette exposition. Et bien sûr, Jeanine Varnaud a organisé de nombreuses expositions internationales de très très haut niveau dans le monde entier et donc elle est aussi connue comme un grand commissaire d'exposition. Je remercie ici l'association Carrefour Télématique, Aréard, Bruno Bourré, Jacques Châtelot, Gilbert Sol, Marie-Claude Vétréno-Soulard, ainsi que Nicolas Munser et le réseau RAP, car grâce au réseau RAP, toutes nos visioconférences, même si demain nous arrêtons de travailler, resteront toujours en ligne dans des grands réseaux universitaires, et RENATER, qui est le réseau universitaire international de toutes les grandes universités dans le monde. Voilà. Donc, je vous remercie de votre venue et je donne la parole à notre amie Jeanine Varnaud, avec laquelle on va passer un bon moment. Comme d'habitude. Alors, Jeanine Varnaud, je vous écoute. Bon, alors, quand Lise Cormery m'a proposé de présenter sur Internet et dans sa galerie des dessins de mon père, André Varnaud, je me suis dit, je n'avais pas envie de faire une exposition de dessins, mais je cherchais un thème. Et j'ai pensé que, étant donné que c'était l'année d'anniversaire pour la guerre de 14-18, et que j'avais beaucoup de dessins qui étaient absolument inconnus, j'ai pensé que le meilleur thème, ça serait ces dessins rapportés du camp de prisonniers. Et donc, j'ai tout retrouvé, conservé par ma grand-mère, ma mère, etc. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée de faire cette exposition. Et alors, hier, j'étais devant ma télé et je vois les funérailles du dernier poilu. Alors, je me dis, vraiment, cette exposition est dans le sens de l'actualité. Et en plus, vous verrez l'exposition tout à l'heure, vraiment, ça a de la gueule, comme on dit, parce que c'est très bien encadré, il y a tout un sens de l'histoire. Et comme disait Max Gallo dans son discours un peu cocorico, finalement, bon, il n'y a plus personne maintenant qui est témoin de la guerre de 14, mais il faut absolument que tout ce qui est lettres, dessins, photos, reste comme un moment important de l'histoire. Donc, je suis devant un moment important de l'histoire et on verra ce qui peut être fait pour sauver ces dessins. Oui, parce que l'idée,
l'idée, si tu me permets d'interrompre. Oui. En fait, c'est lors de l'Assemblée Générale de l'association que l'idée a germé tout d'un coup. Janine a dit ça. J'ai levé le doigt pour dire, on pourrait peut-être faire ça. Voilà. Et je pensais pas que tout d'un coup, ça éclaterait en tant qu'histoire. Parce que l'idée, en effet, de Janine, c'est de sauver ces magnifiques dessins que vous allez voir ce soir qui sont exposés, qui ne sont pas, tout ce qui est encadré n'est pas à vendre, c'est pour un musée qui accueillera cette exposition, voilà, voilà, c'est ça l'idée, hein. Voilà, c'est ça l'idée. Bon, alors donc, avant d'aborder la guerre de 14, il faut quand même que je présente un peu André Warnaud. Et ces dessins de Sennep rappelleront à ceux qui l'ont connu un souvenir un peu humoristique. Et voilà, alors ça, c'était vraiment quand a apparu son livre Fils de Montmartre, ensuite qui étaient ses souvenirs, drôle d'époque. Et on le reconnaît vraiment comme il était, donc, avant sa mort en 60. Donc, c'est sûr que modeste, débonnaire, toujours curieux, bon enfant, il s'est décrit lui-même dans un petit texte. Et je vais vous lire ce petit texte parce qu'au fond, ça s'appelle « Comment je me vois ». Alors, comment je me vois au physique? Un gros petit bonhomme surmonté par une espèce de tignasse de cheveux gris en broussailles, une tête de personnage historique. C'est du moins ce que m'affirment certains de mes amis, sans qu'il me soit possible de préciser lesquels. Au moral, je crois être aussi indulgent pour les autres que je le suis pour moi-même. Plutôt optimiste, j'attends pour m'en inquiéter que les cataclysmes éclatent réellement et j'essaye d'accueillir les événements, bons ou mauvais, avec le sourire et une grande bonne volonté. J'ai débuté dans le journalisme en 1909 à Comédia, comme courriériste, artistique et littéraire. J'avais alors 24 ans. Pendant ces 40 ans, en ai-je vu... Alors ça, c'est la grande phrase. J'adore. La grande phrase que Lise aime beaucoup. Pendant ces 40 ans, en ai-je vu naître, grandir et mourir des gloires et des réputations des salons de peinture et des revues littéraires, des petits devenir grands et des grands devenir petits. J'ai appris à ne plus m'étonner de grand-chose et à attacher toujours plus le prix aux affections et aux amitiés qui ont traversé les années sans s'éteindre. Je m'attache à considérer les choses sous leur bon côté et à ne jamais laisser passer l'occasion de prendre du bon temps. Je reviens doucement à la philosophie qui me berçait alors que j'avais 18 ans et qu'au lieu de fréquenter l'école, comme dit la chanson, je préférais lire et relire jusqu'à les savoir par cœur. Les conseils de Jean de Tinan, des conseils comme ceux-ci. La vie est aussi bien une promenade dans un jardin, cueillez les roses, cueillez les myrtes, cueillez les lauriers si vous pouvez, ne laissez faner aucune fleur, ne laissez aux arbres que les fruits que vous ne pouvez atteindre, prenez tous les plaisirs de votre âge et de votre situation, et quand vous ne serez plus présentable, retirez-vous à la campagne, ne craignez pas la mort. Ma foi, c'est un programme que je ne trouve pas si mauvais. Oui, je crois que pour tous ceux qui l'ont connu, c'est vraiment l'image de ce qu'il était. Bon, alors donc, pour sa vie, bon, il est né le 21 avril 85 à Giromagny, au pied du ballon d'Alsace, et tout de suite, il a voulu, plutôt sa mère, a voulu s'installer à Paris, parce que le père était mort, et elle avait beaucoup de courage, et elle s'est dit, je pars avec mes 4 enfants, et puis on verra bien. Donc elle s'est installée rue de Dunkerque, à Montmartre. Et puis, bon, il y avait donc 2 frères et une petite sœur qui étaient insupportables. Bon, sur le balcon, ils mettaient des tortues qui tombaient sur la tête des gens. Enfin, ils mettaient le feu au rideau. Et ma grand-mère, toujours contente de tout ce que faisaient ses fils, acceptait. Alors, donc, les 2 frères étaient plutôt des scientifiques, l'un polytechnicien, l'autre centralien. Et lui, bon, qui était un peu la brebis égarée, a voulu être un artiste. Donc, il a fait les beaux-arts. Et voilà quelques photos. Voilà, alors là, on peut le mettre. Là, voilà, il est avec son... D'accord, je monte tout de suite, d'accord, d'accord. Alors voilà, donc... Et donc, aux Beaux-Arts, bon, bah, il est devenu rapin comme...
comme beaucoup de peintres vivant à Montmartre. Là, le voilà comme il est beau, c'est lui qui s'est dessiné lui-même. Et puis, il a commencé à écrire, et c'est surtout que la famille trouvait qu'on ne pouvait pas vivre avec l'air du temps et la peinture. Et donc, il y a eu un moment vital où il fallait qu'il trouve comment gagner sa vie. Et alors, ma grand-mère habitait sur le même palier que la mère de Pavlovsky. Pavlovsky, c'était l'auteur de la 4e dimension, mais en dehors de ça, il dirigeait, ou il était rédacteur en chef de Comédia. Alors, les deux vieilles dames ont dit « Ah, mon fils, ça va pas, il trouve pas de boulot », et l'autre a dit « Ah, bah, qu'il aille voir mon fils à Comédia, peut-être que ça peut s'arranger ». Et alors, mon père arrive, et puis, bon, il se présente, et Pavlovsky lui dit « Bon, bah, puisque tu connais tous les petits gars de là-haut, c'est-à-dire Montmartre, c'est-à-dire Picasso, le bateau Lavoir, etc., et tu vas me faire une rubrique qu'on appellera « Petite nouvelle des lettres et des arts ». Et donc, alors, mon père dit « Bon, bah, bon, je vous apporte ça demain. »« Non, 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 tout de suite, tu te mets sur cette table, tu me fais ça et tout. » Alors, il fait ça, et puis, toute la nuit, il marche dans Paris, en se demandant qu'est-ce que ça allait devenir. Et finalement, à 5h ou 7h du matin, dans un kiosque à Pigalle, il trouve Comédia et il voit que ça a apparu. Et le soir, Pavlovsky dit « Bon, bah écoute, ça va très bien, on va continuer. » Bon. Et à partir de ce moment-là, il était encore peintre, et tous ses copains peintres, forcément, lui donnaient des sources pour écrire, pour tout ce qui se passait. Il était au courant de tout ce qui se passait. Et alors, seulement ses amis comme Picasso, le bateau Lavoir, etc. Tu continues, oui, là? D'accord, hein? Tiens, là, voilà. Là-dedans, à l'intérieur, là, oui. J'ai montré ça déjà. T'as montré? Ouais, c'est à l'école des Beaux-Arts, là. D'accord. C'est marrant, là. Voilà. D'accord, oui, d'accord. Ça, c'est à l'école des Beaux-Arts. Alors, il disait toujours, ah ben oui, là, on apprenait la tête le lundi et les pieds le samedi. Et donc, c'était une façon académique qui lui plaisait pas du tout. Il aimait beaucoup mieux traîner à Montmartre avec ses copains, etc. Bon, seulement le moment est venu où il faisait une peinture un peu post-impressionniste, comme ça. Oui. Et puis il défendait, dans le journal, il défendait les commencements du cubisme, enfin l'avant-garde. Donc il se sentait pas à l'aise entre les deux. Et donc il a décidé de renoncer à la peinture, quoiqu'il y ait ce petit tableau. Très joli, très joli tableau. Joli. Oui. Et alors, c'est un paysage de Montmartre sous la neige. Et alors, le petit enfant qui marche dans la neige, c'est une façon d'exprimer cette espèce de rondeur et qu'on retrouvera dans les dessins de Guerre tout à l'heure. Oui. Voilà. Alors, donc, le voilà donc à la tête de cette petite rubrique. Et en même temps, il abandonne la peinture et il fait le dessin. Donc, il n'est pas obligé d'aller à Giromagny pour s'occuper des usines de textiles et en particulier des serviettes de toilette nid d'abeilles, qui était la spécialité de la famille, et qui, n'importe comment, les usines auraient été en faillite beaucoup plus tôt qu'elles n'ont été. Alors donc, il veut être peintre, plutôt maintenant il veut être écrivain, et il faut savoir comment il dessinait, parce que il était toujours avec les poches bourrées de crayons, d'encriers, de couleurs. C'était sa vie, le dessin. Quand il allait faire un reportage, c'était jamais avec des mots, c'était toujours avec des dessins. Et puis, en vacances, il dessinait tout le temps. Les anniversaires, c'était toujours des dessins. Alors, ce qui passe là, c'est le lapin agile, naturellement, qu'il a fréquenté.
et ça, c'est un de ses dessins de l'intérieur du lapin agile. Et c'était sa façon de vivre et d'écrire. Le crayon, la plume, et donc ça a été toute sa vie. Et puis, donc, pour lui, c'était quand même un autre monde. Et dans ce lapin agile, il a participé ou créé à la bonne farce de Boronali, qui a toujours été célébrée. Et il y a les images là de Boronali. Ah, il est là? Ah bon, c'est formidable. Là? Non. Là. Voilà, là. Ah, d'accord. Ah, ben non, non, ça, il y a l'âne. j'avais fait. L'âne, c'est formidable, je ne savais pas qu'il avait fait partie de ça. Alors, tiens, voilà. Alors, ah oui, ça, d'accord, c'est formidable. C'est le groupe avec l'âne qui peint avec sa ça, queue génial, ça. le tableau qui s'est appelé Coucher de soleil sur l'Adriatique. Et alors, donc, c'est avec Dorgelès qu'ils ont fait ce canular. Et alors, c'est amusant parce que Dorgelès a toujours dit que c'était pour lui plus important que les croix de bois, ce qui est un peu exagéré, mais c'est sûr que ça avait été un événement extraordinaire. Un âne qui peint une toile avec sa queue, et en plus exposée au Salon des Indépendants. Et c'était une toile abstraite qui n'existait pas, l'abstraction existait peu en 1910. Alors ça avait été un scandale, un événement, etc. Et donc le voilà, il est sur je sais pas, la droite ou la gauche. Ça c'est Dorgelès, et là, voilà, et l'âne. Donc ça faisait partie de la vie de Montmartre et des Rapins. Donc maintenant, on va quand même arriver à la guerre. On va arriver à la guerre de 14-18. Et je dois dire qu'avant, donc il avait rencontré ma mère à la conférence qu'on appelait la conférence des Annales. C'était une université dirigée par la famille Brisson. Et il y avait des conférences. Et alors, ma mère était amie avec ce milieu. Et mon père faisait les comptes rendus dans Comédia des conférences des Annales. Et alors, ils se sont rencontrés là. Et on en est à peu près 1913-14. Bon, alors, ils se fiancent et arrive la guerre de 14 qui empêche le mariage, etc. Donc, mon père part comme simple soldat et il raconte où il était quand la mobilisation, la nouvelle arriva. Alors, il raconte, j'étais à Montmartre lorsque la nouvelle arriva. L'orchestre tyrolien du bal du Moulin Rouge interromput le foxtrot commencé pour jouer la Marseillaise. Un souffle d'héroïsme passa, les petites femmes debout sur les tables criaient et chantaient. Un individu s'étant avisé de siffler, le bal entier d'un seul élan s'élança sur lui et les agents eurent bien du mal à empêcher qu'il ne fût mis en pièces. Dès le lendemain, j'achetai une paire de gros souliers à clous, une musette et me fis couper les cheveux à la tondeuse. J'étais fier d'être appelé tout de suite à l'endroit le plus dangereux. Je partis en laissant tout en désordre sur ma table, certain de retrouver très vite ma future femme et mon roman chez l'éditeur. Donc là, on peut passer le livre Prisonnier de guerre. Voilà, ça c'était sa carte de visite. Et ça, voilà. Alors, André Varnaud, artiste peintre, et voilà. Rédacteur à Comédia. Alors, le voilà, fiancé, militaire. Donc, 25 août 1915, la photo que je montre. Bon, alors, donc, on arrive donc au centre du sujet, parce qu'il faut bien se dire que ce dont je veux parler, c'est quand même ces dessins de la guerre de 14. Et il y a son livre Prisonnier de guerre qui
qui quand même est un livre extraordinaire parce que il a commencé par être des dessins faits au camp et ensuite comme un reportage qui a donc paru à son retour. Alors je vais vous lire quelques morceaux parce que c'est vraiment mieux que tout ce que je peux dire. Et voilà comment il a été. Seulement je m'en... Alors ça s'appelle un gardien bavarois qui était... Ah voilà, alors le gardien bavarois, je vais vous raconter qui était ce gentil, qu'il dit. il disait qu'ils étaient gentils. Alors nous continuons la route à pied. Les gendarmes sont venus nous prendre et nous joignent à un convoi déjà formé où nous trouvons mêlés à des prisonniers de tous armes, à des civils, à des Marocains, visiblement abasourdis de ce qui leur arrive. On marche toute la journée. Les gendarmes à cheval nous encadrent. Où va-t-on? Les gendarmes nous ont passés à de vieux Landsturm bavarois qui sont coiffés de la casquette en cuir. Alors vous avez vu le dessin là, avec une croix blanche par devant, raide, sans méchanceté, pas guerrier, pas conquérant du tout. Donc là, il se passe... Alors, ce qui est très très important, c'est ce qu'était le camp de prisonniers. Alors, nous ne marchons plus longtemps, on nous a conduits à la gare des marchandises où les Bavarois nous remettent aux mains de grands Saxons, tout jeunes bergers, brutaux du pauvre troupeau que nous sommes. Il y a de tout dans ce troupeau que nous avons rejoint et qui maintenant remplit la gare. Des soldats, des civils et parmi eux des vieillards. Un pauvre gosse de 13 ans qui pleure à chaudes larmes est entraîné au milieu de nous par un robuste gaillard casqué. Donc vous avez vu le dessin, on a trouvé l'enfant qui jouait sur une route avec des étuis à cartouches et le boche explique « franc-tireur, capoute », en faisant signe aux prisonniers de 13 ans qu'on va lui couper le cou. C'est leur folie, ils voient des francs-tireurs partout. Le soir est venu, nous sommes affamés, on nous a distribué une boîtier de biscuits depuis le matin et maintenant on nous embarque dans des wagons à bestiaux. Nous sommes 46 dans celui où je suis monté. Parmi eux, le pauvre gosse, le franc-tireur et une dizaine de blessés. Le train roule dans la nuit vers l'Allemagne. Où nous mène-t-on? L'enfant continue de pleurer. Et c'est ça qu'il y a d'extraordinaire dans ce camp, qui est une ville. Et cette ville est pleine non seulement des prisonniers de guerre, mais justement de toute une population qui se trouve là, comme ça, errant, et dont mon père a fait tous ces dessins, parce qu'il n'a pas cherché à faire des dessins d'atrocités de la guerre. C'est toujours plein d'amour et d'humour, c'est-à-dire la vie quotidienne, les gens qui passent, qui voient, et ça donne à ces dessins un caractère unique dans ce sens que c'est vraiment lui devant ce qu'il voit avec sa personnalité, son tempérament. Alors vous avez là des visions du camp et c'est pas agréable de lire, c'est ça le problème. Mais d'un autre côté, c'est quand même mieux. Le camp est presque une ville de 20 000 âmes dont la population masculine est composée d'éléments de toutes sortes. Des civils du Nord, mineurs pour la plupart, réformés ou infirmes. Il y eut longtemps des gosses de 12 ans et des vieillards de 80 ans. Des soldats de toutes les armes territoriaux des villes conquises, des zouaves blessés, Russes innombrables, en loques et affamés, Écossais aux jambes nues, goumiers d'Afrique, drapés dans leurs bourreaux, et pour augmenter encore l'aspect cosmopolite de cette foule, tous les uniformes sont mêlés et confondus. On voit des zouaves avec des bottes de Russes, des tirailleurs avec des vestes d'artilleurs, des Belges avec des manteaux anglais. Sur toutes les tuniques voisinent les boutons réglementaires de toutes les armées. Donc, il côtoyait donc des gens habillés de façon les plus diverses, et il y avait quand même cette difficulté de vivre dans ce climat de restriction, de violence, avec en même temps toutes sortes de
de gens qui étaient là, qui se demandaient pourquoi ils étaient là, et qui subissaient les camps de concentration. Alors j'espère qu'il y a beaucoup d'images. Oui, il y en a qui tout ça, pas, parce que ça c'est quand même suit ça sans arrêt. l'essentiel. Oui, oui. Donc, C'est comment il a été pris? Oui, alors, il portait des blessés dans des carrioles, et puis, tout d'un coup, les Allemands sont arrivés, et il avait dans son régiment Pierre Macorlan, et puis un autre ami journaliste, qui l'ont vu disparaître et qui ont cru que c'était fini. Donc, alors là, j'ai des tas de lettres de Pierre Macorlan qui essaye d'expliquer à ma mère tout ce qui s'est passé. Et bon, alors je m'en mêle dans mes papiers, mais il y a quelques lettres quand même que je voudrais vous lire, parce qu'elles sont assez émouvantes. Voilà, alors voilà, ça, on me raconte de raconter, c'est bien difficile. J'ai vraiment peur de ne plus savoir, de ne plus pouvoir. Il me semble que j'ai perdu le goût d'écrire comme j'ai perdu le goût du bon tabac et du bon vin. Pour l'instant, je n'aperçois plus ce passé il y a 9 mois qu'à travers un tas d'impressions troubles sur fond desquelles je vois se détacher, ça et là, de tout petits faits. Nous sommes couverts de poussière et de sueur, et des femmes nous embrassent. Et pourquoi s'arrête-t-on? Un soldat ne sait jamais. Et ma mère reçoit quelques lettres. Nous sommes dans un bois, il a beaucoup plu. On est horrible avec des barbes, des uniformes couverts de boue. J'ai retrouvé mon escouade, Pierre Macorlan, un avocat, Étienne Camp et un journaliste du Matin. Nous creusons des tranchées et nous sommes restés un jour sans bouger sous une pluie d'obus. Alors là, le jour où ça j'adore ce petit dessin là, les fleurs là. Ouais. Là, je suis en train de montrer l'appel, elle est tellement formidable avec tous les différentes populations. Vas-y, lequel? Tiens, tu peux passer ça. C'est un pastel de magnifique, oui. De Domergue. Bon, j'ai fini avec l'appel qui était tellement. Il est un soldat. Un si beau dessin que vous verrez tout à l'heure, justement. Oui, donc, tout ça, vous le verrez tout à l'heure. Ouais. Voilà. Mais c'est bien que ce soit là. Ça, c'est le portrait de. C'est quand Domergue ne faisait pas encore des petites femmes au long cou, ça. C'est un tableau magnifique. Un magnifique tableau, ça. Et alors voilà, donc, c'est le jour où ma mère et mon père devaient se marier. Il a envoyé à sa fiancée quelques fleurs des champs. Alors voilà le dessin qui accompagne. Et elles ont été cueillies par Pierre Macorlan. Nous avons dîné avec mes amis en pensant à toi dans une petite salle très sombre, pleine de gosses et de mouches, mais sur une vraie table et des assiettes bien lavées. Aujourd'hui, tu serais ma femme. Mais, ordre du grand quartier général, bon, il faut repartir. Et c'est là où, comme il ne veut pas abandonner ses blessés, il est coincé sur une route et il est fait prisonnier. Alors donc, au moment de battre en retraite, ça c'est ce qu'écrit Macorlan, nous l'avons rencontré sur la route de Neuvireuil. Il conduisait la voiture d'ambulance, tenant le cheval par la bride et se dirigeant vers les lignes ennemies. Ne connaissant pas nous-mêmes la ligne de retraite, nous n'avons pu le prévenir du danger qu'il courait. Nous pensons qu'il a été fait prisonnier. Et Étienne Camp donnait plus de précision. Ce bon ami a disparu à Iselle-les-Équerchins. Je l'ai cru mort. La retraite d'Iselle fut effroyable. Les hommes tombaient comme des mouches. Varnaud, lui, avait très courageusement conservé la conduite de sa voiture de blessé, qui devint un point de mire pour l'ennemi. Il dut conserver la route et on le perdit de vue. Voilà. Donc, alors, un long périple, et puis, enfin, le train arrive, les wagons s'ouvrent et il se trouve dans le camp de Mercebourg, qui était très très loin au fond de l'Allemagne. Alors voilà, alors dans ce livre, il y a tout. Il y a toute la vie du camp.
Mais ce qui est terrible quelque part, Janine, c'est que ça préfigure les futurs camps de concentration quand il en parle. Il explique l'organisation. C'est ça. Alors donc étonnante. il y a tout, il y a la cantine, Ouais. il y a Non, le camp, la pelle, Il y a tout et tout est raconté en dessin. Donc Ah, je trouve que ouais. finalement, il vaut mieux montrer presque les Non, mais dessins c'est ce que qu'on de me fait, mettre on à lire regarde, tout on ça. regarde. Mais donc il y avait beaucoup de enfin, de Goumiers, de Marocains, et il était très copain avec eux. Alors, il y en a un dessin, Oui. On va- qui est le petit enfant, voilà, a fait l'objet d'ailleurs de l'invitation. Et alors, il raconte, alors ça c'est dans l'autre livre qui s'appelle Les camps de petites histoires de guerre. Et ça, c'est l'histoire de Cadour. Alors ça vaut le coup. Alors, tous les soldats qui sont venus en France pour chasser le Boche, anglais corrects et élégants, belges confortables et bons garçons, écossais en jupon, hindous en turban, sont des gens bien sympathiques. Mais nos bons nègres d'Afrique le sont encore davantage. Ils sont si contents d'être, comme ils disent, soldats d'I-France. J'en ai connu un qui était un être admirable. Il s'appelait Cadour et était clairon en pied au 1er bataillon d'un régiment de tirailleurs sénégalais. On ne savait pas très bien d'où il venait, de très loin en tout cas, mais il avait une candeur d'âme et une gaieté qui en faisaient un compagnon tout à fait précieux. Le jour où il débarqua à Marseille fut le plus beau jour de sa vie. Le régiment s'aligna en ordre sur le quai. Cadour à sa place avec la clique. Il était magnifique, sa chéchia rouge enfoncée sur le crâne, le sac monté en campagne avec tout le barda, son clairon brillait au soleil et une joie sans mélange illuminait sa bonne face noire. Il y avait dans la foule une fille qui s'écria « Zou qu'il est laid !» mais elle lui lança en riant le dahlia rouge qu'elle avait à son corsage. Cadour prit la fleur précieusement et la passa dans la graffe qui retenait sur sa poitrine sa médaille militaire, et puis il demanda « Liboche, où ça qui sont ?» Tous les tirailleurs étaient comme lui. Ils s'attendaient à rencontrer les Prussiens tout de suite. Des trains les emportèrent vers le nord, et les officiers eurent bien du mal à les empêcher de se précipiter sur tous les villages qu'ils voyaient, tant leur impatience était grande. Aussi, vous pensez que le jour où les Allemands furent signalés et qu'on lança les tirailleurs en avant, ils en mirent, et comment? Il ne fit pas bon être Boche ce jour-là. Tous se battaient comme des fous. Mais Cadour faisait mieux encore. Tout en donnant et recevant des coups, il riait. Un jour, il y avait une mitrailleuse qu'il fallait faire taire. Sans en demander la permission, Cadour accrocha son clairon en haut de son sac, met sa baïonnette au bout de son fusil, et le voilà parti. D'autres le suivirent. Rosa, lui, fut de la fête. Seulement, quand Cadour vit les mitrailleurs Boche attachés à leurs pièces et se débattant au bout de leurs chaînes comme des chiens de garde, alors il s'épanouit d'aise tant il trouvait cela comique. « Kif, kif, kleps » disait-il en riant. Et c'est à coups de crosse qu'il les abattit. Et puis il essuya avec sa main du sang qui coulait de son front le long de sa joue. Mais un jour dans les Flandres, sur l'Isère, un matin, il partit en avant dans le brouillard, et tout à coup, il étouffa, suffoqua et s'abattit. Quand il revient à lui, il était prisonnier. Naturellement, il n'avait rien compris au gaz asphyxiant et restait stupéfait de ce qui lui était arrivé. « Liboche, sorcier !» déclara-t-il en hochant la tête. Pourtant, il reprit vite ses esprits. On le promena dans un train à travers l'Allemagne. À chaque gare, la porte de son wagon s'ouvrait et des gens venaient le voir. Il y avait de gros bonshommes à lunettes, des grosses pieds nus, des gosses pieds nus, des femmes, des vieux. Alors c'est là où on pourrait montrer la famille qui venait voir les prisonniers. Tu sais, oui, j'ai déjà fait, mais on va le refaire. Oui, bien sûr. Si tu veux. D'abord, Cadour n'était pas très rassuré. Mais comme il ne comprenait pas les choses désagréables qu'on disait sur lui, que dans le camp où il fut enfermé, la cérémonie recommença, il finit, à force de se voir, traité comme un oiseau rare, par en concevoir un immense orgueil. Il était persuadé que tous ces gens-là venaient lui rendre hommage, et il s'habitua à considérer les Boches comme une race très inférieure à lui. Cadour, soldat d'I-France. Quand il était de bonne humeur, il faisait l'aimable, les gosses venaient
il le voir, il disait « Petit Boche, t'y venir voir sauvage ». Et il riait parce que les petits Boches en avaient une peur affreuse. L'hiver l'étonna beaucoup. Le froid lui causa de grands tourments, mais il pensa que c'était une calamité réservée aux ennemis. Liboche sorcier, Français sorcier, Bézef, ricanait-il en voyant les gardiens, transis, battre la semelle sur la terre gelée. Il en oubliait ses enjures, le pauvre Cadour. Quand il vit tomber de la neige pour la première fois, alors il s'épanouit. Ya bon, lit bon Dieu, Boche, lit perdre ses plumes, ya bon. Il passait son temps dans un coin de sa baraque, blotti de sourd-mieux dans une couverture, tout grelottant, quelquefois, un gardien venait le voir. Cadour, France, capoute. Il comprenait bien que le Boche voulait dire que la France était perdue. Alors il expliquait, l'I-France, il parlait de ce qu'il y avait vu, les villes, les champs de blé, ya bon. Tandis que l'Allemagne, ma cache bon. C'était pour lui un camp de prisonniers sans soleil, et l'on crève de froid et de faim. L'autre insistait. France capoute. Alors Cadour, qui n'aimait pas qu'on se moquât de lui, crachait par terre pour montrer son mépris et s'en allait. Les Boches, que rien stupéfie, avaient pour Cadour l'admiration qu'on a pour quelque chose qu'on ne comprend pas. Le tirailleur bon enfant se laissait prendre à ses bonnes manières, il ne tarda pas à s'en repentir. « Hé Cadour, ce n'est pas cette année que tu nous joueras le réveil en fantaisie pour le 1er janvier. » C'est une tradition dans toutes les casernes, ce réveil en fanfare. Cadour semblait désolé d'y manquer, mais bientôt son sourire lui revint. Il avait une idée. Il avait remarqué que la relève de la garde, qui d'ordinaire se faisait au son des fifres et des tambours plats, était depuis quelques jours accompagnée par un employé. Était depuis quelques jours accompagné par un petit clairon Boche, tout à fait comique, et qui est employé par les troupes allemandes en campagne. Il lui fallait ce clairon. En rampant, il parvint à s'approcher du corps de garde et décrocha l'instrument. Sans attirer l'attention des vieux Landsturm somnolents. Et le matin du 1er janvier, les échos du camp de Würzburg retentirent des éclats du clairon Boche sonnant la Diane à la française. Dans le petit jour sale, qui se traînait le long des baraques, Cadour, debout dans la neige, s'époumonnait à souffler dans ce cuivre qu'il ne connaissait pas, avec des couics et des canards effroyables. Les portes s'ouvraient, les prisonniers à demi réveillés acclamaient le tirailleur, la garde se précipita, baïonnette au canon. On traîna Cadour en prison, un officier le couvrit d'un jour qu'il ne comprit pas, et c'est alors qu'il vit tous ses amis de la veille s'ingénier à lui jouer de méchants tours, à le faire souffrir du mieux qu'il pouvait pour plaire à monsieur l'Oberleutnant. Cadour, en arabe, les traita tous de fils de chiens, souhaita pour leur mère et leur sœur de multiples désagréments, et se méfia à l'avenir des sourires et des amabilités Boches. On l'envoya travailler, il fit preuve d'une mauvaise volonté évidente et d'une maladresse inimaginable. Sa situation menaçait de devenir critique, quand, par bonheur, une grosse dame blonde s'intéressa à lui. Cette dame fut enthousiasmée de la mâle vigueur du tirailleur. Son mari était loin, elle brûla d'envie de cultiver et de cueillir la petite fleur bœuf en compagnie du grand diable noir. Elle sut acheter la complaisance des gardiens et un soir, Cadour lui fut livré. Il ne perdit pas son temps. Le gaillard avait vite fouillé les armoires, pris un revolver, un grand manteau, un chapeau, sautait par la fenêtre et se sauvait à toutes jambes. Un flair singulier le guidait. Il n'était pas très loin de la frontière. En 3 nuits, il y arriva. Quand il revint en France, il crut devenir fou de bonheur. Son capitaine lui serra la main en camarade. Cette fois, il ne rit pas. Il se mit à pleurer comme un gosse, et puis tout d'un coup, dans ses larmes, il éclata de rire. « Ben quoi, Cadour? Qu'est-ce que tu as à rigoler comme ça ?» J'y pense, à l'itête dit vieux Boche, quand il retourne à sa maison, l'y retrouve petit Boche tout noir, kiff Cadour. Et c'est là où il y a le dessin. Oui. Oui, que tu as montré déjà. Oui. Enfin, tu peux le remontrer. Oui, tout à fait. Et puis, qui dit papa à ce Boche cocu. Voilà. Et puis l'autre qui dit aïe, ben God. Mais il y en a plusieurs comme ça. Il y a il y en a d'autres. Parce qu'il avait un humour formidable pour l'époque. Vous verrez tout un cadre. C'est génial ça. Voilà. C'est vrai qu'on a mis on l'a mis sur l'invitation. On a trouvé ça très
Ah ben c'est Lise qui l'a trouvé, hein, Non, dans parce que tous c'est mes vraiment. dessins. Non, parce qu'on a oublié, mais c'était à l'époque déjà, c'était comme ça. Hein. Bon, Voilà. il n'y a rien de nouveau. Alors quoi. bon, alors je vais pas vous. Il y a encore une autre histoire à raconter. C'est l'histoire un peu plus tard. Bon, il est revenu de ce camp et quand il est revenu, c'est là où il a ramené tous ses dessins sur des petits papiers, tout ça. Et l'oncle de ma mère, enfin il se marie de sa femme, était rédacteur en chef du Figaro, déjà. On est marqué par ce... Oui, c'est vrai, la dynastie, là. Et alors, il ramène, il montre ses dessins à son oncle, qui lui dit, mais écoute, c'est formidable, je les passe tout de suite en feuilleton, dans le journal. Donc, c'est passé tout de suite. Et ensuite, Fasquelle, donc, a édité le livre avec les dessins. Mais là, on est en 1915, là. Hein, et la guerre n'est pas finie. Oui. Donc, avec ce livre, ce journal, ce livre et tous ces dessins, il risquait vraiment, s'il repartait, d'être fusillé, etc. Donc, il a trouvé quand même, quelqu'un l'a pris, enfin, pour qu'il ne retourne pas tout à fait au front. Et alors là, ma mère essayait d'aller le voir. Et c'était pas permis. Il était dans une zone où c'était pas permis. Alors, il y a même 4 dessins qui sont exposés, où on voit ma mère partir toute souriante avec sa petite valise pour le retrouver. Et puis, elle a son sauf-conduit. Tiens, j'ai même le sauf-conduit. Je sais pas. Ambulance russe, non, c'est quoi ça? Il est là derrière, là. Enfin, il y en a le des sauf-conduit. Ah ben non, ça c'était... Oui, c'est ça. Ah, voilà. sauf-conduit. Alors, je vous montre le sauf-conduit, oui. Elle a son sauf-conduit, elle est en règle, mais en fait, elle n'a pas le droit d'aller dans cette zone. Alors donc, elle y arrive quand même. Et puis, à peine arrivée, naturellement, les gendarmes se rendent compte que son sauf-conduit ne vaut rien. Et alors, elle repart en pleurant avec son mouchoir. Et puis, au-dessous le dessin, il y a écrit « pincé ». Bon. Et alors, il raconte. Et ça, c'est encore une anecdote. Et puis après, j'arrête de lire. Ça s'appelle le train des épouses. Alors, avant la guerre, il y avait le train des maris. Il arrivait le samedi soir, déversait sur les plages et dans les stations balnéaires un flot d'hommes poussiéreux et congestionnés par le voyage, et ravis de la perspective de passer le dimanche avec leurs femmes. Ce train a beaucoup servi aux auteurs gays. Ils le mettaient à toutes les sauces. À présent, il y en a un autre en contrepartie qui les inspirera certainement quand d'autres temps seront venus. C'est le train des épouses. Il y a toujours sur toutes les lignes un train qui part de Paris et qui est plus pratique quant aux heures que toutes les autres. C'est celui-là que prenaient, munis d'un sauf-conduit en règle et au besoin de pièces d'identité un peu douteuses, les femmes qui vont dans la zone des armées pour voir leur mari. C'est une véritable expédition. Le plaisir de passer un moment avec celui qu'on aime sera doublé de la satisfaction d'avoir pénétré dans cette zone défendue, et la crainte d'être découverte donnera du piquant au voyage, souvent long et ennuyeux. Car c'est une chose rigoureusement interdite que d'aller voir son mari aux armées, et qui peut attirer de très désagréables histoires aussi bien à la femme qu'au mari complice. Un petit frisson vous prend quand le train entre en gare. Il va falloir sortir du wagon son sac de voyage d'une main, de l'autre le sauf-conduit, qu'il faudra montrer aux gendarmes dont on aperçoit la silhouette à la porte de sortie réservée aux civils. Pour les poilus, c'est bien vite fait. Un regard pour s'assurer que la permission est en règle, et cela suffit. Mais les civils, les femmes surtout, doivent montrer patte blanche, et il faut que cette patte soit d'une blancheur immaculée. Le train entre en gare. Le gendarme est à son poste et le défilé commence. Voici d'abord un vieux brave homme employé à la mairie et que le gendarme salue amicalement. 2 vieilles paysannes, toutes ridées, toutes ratatinées, portent de grands paniers. Une femme revient de la ville voisine avec son enfant. Le gendarme sait bien que ce sont de braves gens, et s'ils regardent leurs papiers, c'est parce que la consigne leur donne. Mais voilà une petite silhouette d'une toute autre espèce.
Ses bottines, son chapeau, sa voilette, tout indique que ce n'est pas quelqu'un du pays. Pandore ouvre l'œil et la bonne. Cependant, les papiers sont en règle. La petite dame répond correctement aux questions qu'on lui pose. Elle s'en va chez Madame Untel de la rue des Marchés pour une affaire de famille. Elle montre même une lettre la réclamant et expliquant que le notaire est convoqué ce jour-là pour cette affaire qu'il faut régler. Après tout, c'est peut-être vrai et le gendarme s'incline. Mais un sous-officier de gendarmerie survient qui a encore des doutes. Il rappelle la petite dame qui déjà s'en allait. « Madame, ne manquez pas de faire mes amitiés à votre mari. C'est un de mes bons amis, j'irai le voir bientôt. » La dame s'est retournée, mais elle ne se trouble pas. « Vous devez faire erreur, monsieur, je suis demoiselle. » Cette fois, elle a gagné la partie. Quelquefois, le gendarme n'est pas sans pitié. Il lui arrive, en voyant qu'un anneau d'or brille au doigt de la petite main qui tremble un peu, en lui tendant les papiers, de dire à mi-voix « Enlevez ça, votre alliance, que je vous dis, cela vaudra mieux. » Mais d'ordinaire, les choses ne s'arrangent pas aussi bien. Y a-t-il la moindre chose qui cloche? La voyageuse est aussitôt priée de passer dans le bureau du commissaire, et là, c'est un véritable interrogatoire qui commence. Pour quelqu'un qui n'y est pas accoutumé, il est très difficile de mentir longtemps. La patiente, qui subit ce supplice de la question, finit toujours par se troubler, s'embrouiller, laisser échapper des choses qu'elle regrette ensuite d'avoir dites et qu'elle essaye de rattraper. Le questionnaire alors fait apparaître le spectre terrifiant des peines prévues pour ceux qui font des faux et en usent, et des façons qu'on a de punir les espions. Alors c'est la déroute. Quelquefois la malheureuse fond en larmes, ou bien pique une crise de nerfs, et puis ce sont les aveux qui commencent, à moins qu'au contraire la voyageuse ne se renferme dans un mutisme farouche qui laisse place à toutes les suppositions. A-t-on affaire à une espionne ou bien à une dame qui vient voir son mari? Et le dessin, c'est... Mais le dessin est mieux dans l'exposition, mais voilà la petite dame. Oui. Et c'est une aquarelle en couleur dans l'exposition. Alors, donc... Alors donc, après la parution du livre, donc la guerre continuait, et toutes ces publications mettaient en danger le sort du soldat Varno. Il fut affecté à l'ambulance russe, où il devint chauffeur du commandant dans un petit village à côté d'Épernay, Magenta. Ma mère, jeune mariée, essaya de le rejoindre. Bon, ça c'est l'histoire que je vous ai racontée. Mon père fait alors une série de dessins pleins d'humour. Alors, après l'ambulance russe, il fut affecté au service de camouflage à Paris, où il retrouva Zadkine, André Marre et d'autres amis peintres. Donc la guerre se termine, il rentre, et alors là, donc, est publié un autre livre qui s'appelle Petite histoire de la guerre, du temps de guerre, et avec aussi, voilà, petites images du temps de guerre, avec plein de dessins, et autant l'un est le vrai reportage, autant l'autre est beaucoup plus, enfin, je dirais pas littéraire, mais raconté. Oui. Et donc, le premier devait avoir le prix Goncourt, et ça n'a pas marché justement parce que c'était pas un roman et que le prix Goncourt est donné aux romanciers. Et l'autre, il a eu le prix de l'Académie française. Donc là, il revient, la vie reprend, et Comédia continue, il reprend Comédia, un autre journal qui s'appelle L'Avenir, un autre qui s'appelle Les Annales, et avec les Annales, était dirigé par Brisson, et ensuite, quand il est mort, c'est Pierre Brisson qui a pris la direction, et Pierre Brisson était très jeune, donc mon père étant un peu plus âgé, il est entré aux Annales pour seconder Pierre Brisson. Et quand Pierre Brisson est entré au Figaro, donc en 1933, immédiatement, naturellement, il a pris mon père pour les arts, pour les théâtres, etc. Alors, ce qui est intéressant dans ces dessins, c'est la façon dont il... moi, ça, je le voyais faire. Il avait toujours donc tout dans sa poche et tout. Il s'asseyait sur un banc ou tout ça. Et alors, il barbouillait tout.
Et puis, progressivement, le trait ressortait de cette espèce de chose toute brouillarde. Alors, il y a des dessins qui le montrent plus que d'autres, où on voit l'espèce de brouillard avant de trouver le trait. Ben On va le montrer au fur et à mesure, de toute façon. Oui, Tu tu fais comme tu veux. Parce que là, je finis prisonnier de guerre. Comment? Je finis de prisonnier de Voilà, guerre. d'accord. Et puis alors, pendant toute sa carrière, il n'avait qu'un seul but, c'est quand même servir les arts en découvrant les jeunes talents. Et en les encourageant par un conseil, un article, un prix qui leur permettait de vivre de leur peinture. Et il faut bien se dire que beaucoup de ces artistes, qui faisaient justement partie de l'école de Paris, qui arrivaient sans toujours parler la langue, sans rien comprendre, faisant une peinture qu'on ne comprenait pas non plus. Donc, ce qui était l'essentiel, c'était de tenir pour ne pas repartir dans le pays d'où il venait. Et ça, il a joué un très grand rôle là, pour tous ces articles jeunes, inconnus. Et ce livre qui s'appelle Les berceaux de la jeune peinture, qui est ici, qu'on va montrer, donc est le premier livre où il met le mot École de Paris, qui était en janvier 1925. Et il disait toujours que son œil de peintre lui permettait de déceler les tempéraments d'artiste, parce que lui-même était resté peintre en lui. Et malgré ses difficultés à la fin de sa vie, il montait toujours les escaliers pour voir un jeune artiste qui débutait, et il n'avait pas peur de monter les 6 étages. Il a continué toujours à servir les arts. Donc, après sa mort, j'ai réuni donc dans un livre les artistes, les premiers articles où il défendait tel et tel peintre, avec des lithographies prêtées par les peintres. Et donc, vous verrez aussi dans la galerie. Donc, c'est celui-ci. Voilà, c'est ça. Voilà. Ça s'appelle Les peintres, mes amis. Je voudrais tout à l'heure. Tu veux que je dise les peintres qui sont dedans? Oh, bah, tu l'as dit Non, tout à l'heure. Bah, c'est bon, vous le verrez. Voilà. Hein, On le verra, verrez. d'accord. Alors, et d'ailleurs, là, Pierre Brisson a fait une préface où il mettait flâneur et pressé, toujours en retard et toujours là finalement. André Varnaud enregistrait un tableau d'un regard aussi rapide que sa plume en levant un croquis sur le papier. Enfin voilà, tout ça est un peu brouillon dans le désordre. Et je crois que vous avez quand même l'essentiel de qui il était. Voilà. Alors, est-ce que quelqu'un veut poser une question? Je voudrais m'excuser. Si vous pouviez avoir la gentillesse d'appuyer sur le bouton blanc. Voilà, merci. C'est le fils de Carzou. Alors, bienvenue. Oui, alors donc, il y a votre père est présent dans le livre. Voilà. Oui. Ouais. J'ai moi-même très bien connu tes parents qui avaient assuré la ferme en fleurs. Oui. Ma question, ça m'a intrigué à un moment. J'ai vu. Il parle dans le micro. Si, il parle dans le micro, pourtant. Dans la direction. Voilà. Bah oui, mais ça marche pas. Bon. Enfin, pose quand même ta question, en parlant fort. J'ai vu donc à Madame Varnaud R. Oui, alors la ça. famille de Lucien R. Non, pas de Lucien R. Ça, c'est ma grand-mère, c'est-à-dire la mère de mon père. Ah, dont le nom de jeune fille était R. Avec. C'est écrit à ma maman. Voilà, c'est ça, voilà. Voilà. Non, parce que moi, à la Redulme, parce que Lucien R, c'est un écrivain. C'était le bibliothécaire de Normal Sup. Ah, c'est ça. Et là, c'est une autre famille. Oh, il y a eu un amiral, il y a eu voilà. Et puis, Jean Lapère aussi, qui a bien connu mon père, peut raconter comment il est arrivé dans sa vie au musée de Dieppe. Tu racontes? Alors, non. Ça s'allume pas, ça. Si, ça s'allume. Hein. Pardon. Voilà. Mais voilà, j'étais tout jeune conservateur. Et en 1953, j'ai été nommé conservateur du musée de Dieppe, Fécamp, etc. Il y avait 7 musées. Je suis arrivé un 1er avril. Et je voulais faire une exposition pour l'été
car il n'y en avait jamais eu au musée de Dieppe qui soit d'une certaine importance. Or, il se trouvait que j'avais fait, quand j'étais à l'inspection des musées, une visite au Havre, et où j'avais trouvé d'une manière extraordinaire plusieurs centaines de dessins et de peintures de Boudin qui avaient été donnés par son frère, mais qui n'avaient jamais été exposés car elles n'étaient pas signées. Et je me suis dit, mon Dieu, l'occasion pour Dieppe de faire une exposition Boudin me semble évidente. J'ai donc été chercher ces tableaux, enfin c'est un peu compliqué si vous voulez. Non, c'est intéressant, au contraire, ça nous intéresse. Mais, et donc j'en avais à peu près 80, plus quelques-uns qui venaient de Paris, etc. Et je les ai exposés, mais comme je n'avais pas d'argent, j'ai pas pu faire de catalogue, j'ai fait simplement une affiche que Mourlot avait bien voulu me faire gratuitement. Ah ouais, super ça. Ouais. Parce que je veux faire avant d'autres affiches pour d'autres musées, puisque j'étais à l'inspection des musées. Et le musée actuellement de Dieppe était un musée qui était relativement peu connu, où il y avait 3500, 3600 entrées quand je suis arrivé. Et j'ai pensé que cette exposition pourrait éventuellement avoir un certain succès. L'adjoint aux Beaux-Arts de la ville m'a dit Boudin, c'est du charcutier, ça, c'est pas très intéressant, enfin, c'est pas un bon nom. Alors, je lui ai dit, écoutez, on va essayer, on va bien voir. Et je fais l'exposition, je me fais inaugurer par le directeur du musée, etc. Et il se trouve qu'à l'inauguration de l'exposition, il y avait un monsieur que je ne connaissais pas physiquement, mais naturellement de nom, c'était André Varnaud. Ah, d'accord. Et lui aussi, ça a été une découverte, parce qu'il avait découvert à peu près 75 tableaux qu'il n'avait jamais vus, et des tableaux de tout premier ordre, mais que Boudin n'avait jamais vendus. Alors, 2 ou 3 jours après, il y a eu un article dans Le Figaro, en première page. Alors là, c'est formidable. Enfin, il y avait au moins un titre, et puis ça reportait. Et il m'a fait un article d'un éloge extraordinaire. Et la ville a été étonnée de voir ça. Enfin, ça a enclenché toute une série d'autres choses. Match est venu faire, il y avait 8 pages sur Boudin. Enfin, cet article m'a lancé absolument, alors que je n'étais pas connu du tout. Et c'est grâce à André Varnaud que cette exposition, alors qu'il y avait, je vous dis, 3500, 3600 entrées au musée de Dieppe, quand je l'ai fermée fin septembre, il y avait eu 86 000 entrées. Ouais. C'est là qu'on voit l'utilité d'un journaliste, s'il veut aider, voilà. Il peut faire beaucoup de bien. Donc, vous voyez, de 3500 à 86 000, ça faisait quand même beaucoup. Ouais. Hein? Formidable. Et bon, ça m'a quand même été de quelque utilité auprès de la ville de Dieppe, dont je connaissais simplement le directeur, le maire, je veux dire, mais les autres personnes ne les connaissaient pas, ce qui m'a fait que ça m'a fait une assise, bien si sûr, vous voulez, ouais. pour les expositions suivantes que j'ai pu faire avec des gens aussi célèbres, enfin, qui étaient venus peindre à Dieppe, et des peintres aussi assez extraordinaires comme Sicart, par exemple, Walter Sicart, personne ne le connaît. Hein? Et c'est un peintre anglais, mais d'origine du Schleswig-Holstein. Moi, j'ai fait une exposition de lui. Alors, les Anglais, là, se sont précipités. Là, j'ai vu tous les journaux anglais qui sont venus et qui m'ont prêté aussi pas mal de choses, enfin, des galeries anglaises. Voilà. Vous voulez, voilà, Andrew. Et tout ceci a été quand même dû beaucoup à André Varnaud. Ben, merci. Je l'ai remercié énormément et il est évident que nous sommes devenus tout à fait amis. Car sa maison était à Pourville, c'est-à-dire à 5 km de Dieppe, n'est-ce pas? Et on s'est vu, et c'est là où je vous ai connu, en 53. Voilà, c'est déjà assez. Et voilà. Et voilà. Voilà, un voilà, homme. Si vous voulez, enfin, en gros. Non, c'est formidable. L'intérêt Ah ouais. que j'ai pu avoir pour cet article, et c'est assez extraordinaire. Oui, parce alors que, si vous ça, voulez, à ce moment-là. ça illustre bien. Oui.
Et Jean Cassou est venu voir le banc d'exposition. Ah oui, Jean Cassou, en plus, ouais. Et il était tellement étonné qu'il a pris l'exposition et l'affiche pour en faire au musée d'art moderne, Ah oui, formidable, au ouais. musée national d'art moderne. Ouais. Au mois d'octobre, l'exposition était au musée national d'art moderne. Ce qui, naturellement, était un petit peu exagéré, parce que c'était pas l'art moderne, mais enfin, c'était quand même une découverte. Oui, oui. Et ça a eu beaucoup de succès aussi à Paris. Mais c'était merveilleux parce qu'à l'époque, les conservateurs, comme Jean Cassou, il y avait des personnalités qui pouvaient faire bouger les choses. Oui, oui, mais on voit que maintenant, on n'a pas le même type de, Non, c'est malheureusement, vrai, de... je le connaissais bien, c'était Ouais. un ami presque, Jean Cassou. En plus. Là, bon, bah, Je pensais que tu pourrais peut-être raconter comment, avec Carzou, comment ça s'est, tu le sais ou pas? Comment ils se sont rencontrés, non? Non, je parle Si, à c'est Jean intéressant. Cassou. Ah, pardon. Merci monsieur, c'était très très Ah intéressant. bah oui, merci. Je vous remercie beaucoup. C'est toute notre Non, mais jeunesse. c'est vrai que. Comment? Non, moi je ne sais pas. Je ne sais Ah bah pas. t'étais trop jeune. Moi je suis né en 38, mais je pense qu'ils devaient déjà se. Ah bah non, ils se... Non. Ah, je Ils sais pas s'ils sont Ils connus. sont peut-être avant connus la avant, guerre. après, juste après guerre. Juste peut-être. après guerre, voilà. Il y a des articles très anciens dans C'est ça, sur de mon 50 père. et Oh, oui, tout ça. oui, dans les débuts des années 50. Je me souviens quand on allait le dimanche là à la grande ferme. Oui, à la à grande Honfleur. cour à Honfleur. Voilà, la grande cour. Oui. Je me souviens quand tu étais jeune fille, voilà, tout Ah ça. oui. Ah oui, c'est la On était des famille. petits, on était Voilà, des petits. exactement. Voilà. Bon, ben merci. Merci. Oui, parce qu'il aimait, Jean, il aimait aussi beaucoup Carzou. Bernard Bois voulait poser une question. Alors Bernard non? Bois, qui fait Dans partie de la- l'association dans- Aréar. Oui. Oui, Janine Warneau, vous avez longuement parlé des dessins de guerre de Oui. votre papa, mais je voulais savoir, vous avez toujours été bercé par ce milieu artistique, le dessin, la peinture, les artistes. C'est ce qui a provoqué votre carrière, d'une part au Figaro, et puis après vous avez été, bon, je ne veux pas faire une généralité comme ça, mais vous avez été commissaire d'exposition après au Japon, très souvent. Mais en fait, c'est votre père qui vous a, je veux dire, imprimé toute Ah oui, cette ah oui, alors carrière. là, je dois dire que je lui dois quand même tout, parce que c'est quand même lui qui m'a Vous avez donné initié, cette possibilité de m'exprimer, alors que au départ, je savais pas très bien ce que j'allais faire, et on peut dire que j'ai appris sur le tas. Et donc, je suis arrivée après la guerre, alors la Seconde Guerre. On est rentré à Paris. Mon père a retrouvé donc le Figaro, qui s'était arrêté à Lyon en 42. Et là-dessus, il m'a introduit. Alors bon, bah j'étais un peu sa secrétaire, et puis Louis-Gabriel Robinet m'avait pris aussi comme secrétaire. Et puis, alors d'un côté, il y avait mon père s'occupait des arts et s'occupait aussi du théâtre. Il y avait les jeunes compagnies qui commençaient à être créées. Et par Malraux, je sais plus. Et alors, alors j'ai commencé vraiment sur le tas. Et puis, Gabriel Robinet m'a dit, oh, vous n'allez pas rester ma secrétaire, vous pouvez très bien écrire, et puis je vous donne la carte de journaliste. Donc j'ai eu la carte de journaliste numéro 635. Ah. Eh ben, il n'y a pas beaucoup de journalistes qui ont une carte de numéro 635. Et bon, et puis j'ai commencé, et puis je me disais, écrire sur la peinture, mais qu'est-ce que je vais dire pour les premières fois. Et puis finalement, à force d'accumulation, de comparaison, de tout ça, et d'écrire, et voilà. Et puis finalement, je suis restée. Et puis, j'ai prospéré, si j'ose dire, et à 86 ans, ça continue toujours. Oui, mais, Voilà. mais il a eu la chance d'avoir une fille qui a été capable aussi de suivre. Ah bah oui, mais Parce qu'il y en a qui auraient eu des enfants qui n'auraient pas été capables de suivre. Hein, c'est pas... Oui, il y a les Hein? enfants qui font tout à fait autre chose, Voilà, qui peuvent pas supporter d'avoir un père qui Voilà. a fait quelque chose, et puis Voilà. moi, non, c'est formidable. j'ai suivi et j'en suis récompensée. Voilà. Et c'est pour ça qu'avec André Warneau et Janine Warneau, on peut vraiment avoir une vision très intéressante à partir de parce que- 1909 jusqu'à aujourd'hui de Oui, l'art. C'est parce extraordinaire. que non seulement, à cause de mon âge, je reste un des derniers témoins. Il y a Myriam Sandra, il y a Pierrette Gargallo, enfin bon, j'ai des amis, je dis toujours les filles de père, qui s'occupent de leur père et qui sont toujours là pour témoigner. Mais en plus, il y a quand même
qu'est-ce que je voulais dire Le travail accompli derrière. Oui, mais en plus, il y a le fait d'avoir gardé tous ces documents. C'est Parce ça. que, bon, il y a quelques années, je me disais, bon, bah, écoute, je vais donner tout ça à des archives. À la minute où vous donnez à des archives, c'est très bien pour le futur, quand on n'est plus là. Mais je n'aurais pas pu faire ce que je fais maintenant pour moi et pour aider tous les gens qui cherchent quelque chose. Parce que immédiatement, dans mon désordre, j'ai quand même beaucoup d'ordre, je trouve et j'aide. Voilà. Alors, les archives, ça sera quand je serai plus là. Non, mais c'est pour ça que même pour la collection Aréard, ce qui serait bien en effet, c'est faire une histoire de l'art comme ça. Oui, En et alors commençant avec son père et Janine. de rééditer Voilà. ces livres, Ça, je suis c'est- contente. Hein. À la maison, les éditions. Oh, c'est possible, hein. C'est possible. Voilà. Donc les dessins qu'on vous a montrés, donc la réédition sera Prisonnier de guerre, assurément. Voilà. On verra peut-être pour d'autres rééditions. Oui, mais comment Voilà. on parle. Déjà, on commence par... Alors, dans mes multiples activités, j'ai écrit depuis je ne sais pas combien de temps un livre sur la baronne de Tilgen, et qui a été, comment dirais-je, celle qui a sponsorisé les soirées de Paris d'Apollinaire et qui a vécu toute l'histoire de l'art, les avant-gardes des années 10. Et ce livre va enfin sortir en mai, et il y a une signature du livre le 29 mai, enfin pendant le Saint-Germain-des-Arts, dans une galerie, Slotowski, qui est 20 rue de Seine. Voilà, je fais ma petite pub. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions à poser Oui, monsieur. Vous êtes monsieur Vous êtes monsieur Madame, vous avez fait une brève allusion aux ambulances russes, je crois. Oui. Voilà. Et à Zatkin. Oui. Auriez-vous une anecdote à nous relater sur les relations entre votre papa et Zatkin? Ah bah oui, alors là Voilà, c'est oui. facile, hein, Oui. parce que j'ai connu Zatkin très, très jeune, et donc il avait connu mon père dans cette section du camouflage à la fin de la guerre, et il venait toujours à la maison après, et il a donné à mon père une sculpture, un plâtre, qui représente un accordéoniste en 1918. Et chaque fois qu'il venait déjeuner, il apportait son pinceau et puis un petit peu de noir pour que s'il y avait un peu de patine qui était partie, il remettait un peu de patine sur la sculpture. Mais en dehors de ça, Zatkin était un être absolument extraordinaire, d'une vitalité et d'une gaieté extraordinaire, alors que son livre, que vous avez peut-être lu, qui s'appelle Le ciseau et le maillet, qui est un livre de souvenirs, ce n'est qu'angoisse, que souffrance, etc. Et alors donc, il avait commencé à La Ruche, en arrivant de Russie, où il s'était installé. Et comme j'ai écrit un livre sur La Ruche, j'ai eu l'occasion aussi de travailler sur lui, ses débuts, son œuvre. Donc jusqu'à la fin, je l'ai suivi. Et alors, il était là déjà très âgé. Et j'étais allée alors ça c'était pour Le Figaro, à la frontière près d'Anvers, où on inaugurait son monument à Van Gogh. Et alors donc, on fait le travail, on inaugure le truc, et puis le soir, bon, il y a un dîner et tout ça. Enfin, à 1h du matin, il me dit « Ah, je vous emmène dans les bars d'Anvers. » Mais j'étais complètement épuisée, alors que lui, il était tout frais, tout fringant, etc. Voilà un peu le personnage de Zatkin. Donc il a son musée rue d'Assas, où son œuvre continue à pouvoir être vue. Merci. Et vous le connaissez par quel biais, enfin, même... Non simplement, je connais un Parce- petit peu son œuvre. Oui, oui. Est-ce que des amis auraient d'autres choses à demander à Janine Varneau Bon, Bon, je crois que j'ai pas tout dit ce que j'avais prévu, mais vas-y, ça fait quelle heure rien. est-il Quelle heure avons-nous Bon, il est 6 heures... Oui. Moins ou Voilà. plus? Moins. Ah bah oui, alors. Ouais. Est-ce qu'on peut aller à la galerie? Ou comme tu veux, Et c'est puis, toi qui décides.
C'est Oui, le- parce que c'est là, toi le quand boss, même, hein. c'est plus sympa de voir les dessins. D'accord, oui, parce que là, vous allez voir. Alors là, je vous montre. Mais de toute façon, je pense qu'avec Jacques Châtelot, que je remercie ici, on va sans doute faire un petit diaporama, tu sais. Donc, vous trouverez sur le site Alors, de l'université aussi je trouve un petit que c'est- diaporama avec des dessins. Que c'est très utile voilà. que tu donnes à tout le monde le code pour pouvoir voir tout ça sur Internet. Oui, alors, donc, T'as pas un crayon? le plus simple, vous pas un faites, crayon, vous non demandez le moteur de recherche Google. Ça, c'est facile. C'est Google. simple. Et le plus simple, parce que l'adresse est un peu compliquée, c'est une adresse universitaire un peu longue, je vous conseillerais de regarder peut-être Varno. Vous demandez Ah où bon, c'est pas Janine Lise Varno ou Lise Cormery. Oui, mais enfin, il faut Et- écrire ça sur un papier, bah, tu donnes Voilà. ça. Et vous aurez les pages. Alors, je vous le montre justement ici. Voilà. Puisque nous sommes, autant en profiter. Donc, vous voyez, comme nous sommes. Nous avons donc sur l'écran ici, vous avez une partie du site. Et tous ceux qui le veulent, bien entendu, tout à l'heure, je leur mettrai sur un petit bout de papier l'adresse Internet. Voilà. C'est une adresse un petit peu compliquée. C'est la raison pour laquelle, voilà, vous pouvez la reprendre. Elle est là, sur l'écran. Et pour ceux qui n'ont pas l'adresse sous les yeux et qui cherchent, vous faites juste Janine Varno et normalement, nous sommes très bien référencés. Vous aurez au moins une visioconférence qui devrait sortir. Et bien, Et il vous faut a- avoir Real Player. Mais ça, tous les ordinateurs l'ont maintenant intégré. Voilà. Donc, il n'y a pas d'autres questions des amis Aréard. Donc, je vous confirme que le livre Le prisonnier de guerre sera réédité dans la collection. Il marchera par souscription. Et on ajoutera sans doute des dessins et des textes qui nous paraîtront intéressants. Voilà. Oui, c'est l'association Aréard, parce que c'est une association, donc vous pouvez souscrire auprès de l'association Aréard. Je crois que Marie-Hélène Grosso a distribué des petits documents. Voilà. Voilà. Mais est-ce qu'il faut... Il faut dire que c'est pas tout de suite. Il faut d'abord Oui, c'est qu'il il est en cours de parution parce qu'on travaille encore avec Janine sur le sujet. Et je ne vous cacherai pas que ce que j'aimerais faire, en effet, c'est une petite histoire de l'art par André Varno et par Janine Varno, de telle façon que l'on aura, si vous voulez, une histoire de l'art vraiment de la peinture et de la sculpture, grâce notamment à tous les écrits dans le Figaro. Et les préfaces, les nombreuses préfaces que Janine a écrites. Donc il y a de quoi travailler. Et pour un chercheur, c'est formidable de trouver ça. Alors je remercie de votre présence. Donc nous sommes le symposium Aréard du 18 mars 2005. Sauf erreur de ma part, le prochain c'est le 15 avril, c'est ça? Oui. Voilà. Et donc l'idée de l'exposition que vous allez voir avec Janine sur André Varno, les dessins d'André Varno et les artistes qu'il a aimés, c'est qu'en fait une fois par mois, après la visioconférence mensuelle, il y aura un nouvel accrochage des artistes que André Varno a promus, parce qu'on ne peut pas les mettre tous en même temps. D'accord? Donc aujourd'hui, vous aurez Picasso, Gargalio, Manolo, Valta, Sacha Guitry, Vallotton, un Picoro, ça c'est autre chose. Désolé, nous n'avons pas de boudin, mais peut-être que ça se viendra. Qu'est-ce qu'on a encore? Bachet, Soubira Puig, qui a mis une œuvre magnifique. Oui, Poncet. Scrive, qui a fait une merveilleuse sculpture, et parce qu'en plus, j'ai la chance d'avoir cette galerie dans l'atelier des sculpteurs Scrive et Tabakov. Et il y avait aussi Achille Loss qui était là. Enfin, tous les sculpteurs qui ont environ entre 90 et 70 ans sont passés dans cet endroit. Voilà. Il y avait jusqu'à 21 sculpteurs dans le lieu. Voilà. Alors je crois que ce qui est bien, c'est de dire comment on va d'ici à cette galerie. Voilà, mais ça on va le dire après parce que là on est encore en ligne. Ah bon? Donc je vous remercie de votre venue et donc pour les amis d'Aréard, merci de venir aussi le 15 avril et nous découvrirons après la visioconférence une nouvelle exposition, c'est-à-dire qu'il y aura toujours les dessins d'André Varno bien sûr, mais il y aura un cheminement sur l'histoire de l'art par ailleurs en parallèle. Voilà. Je vous remercie et je remercie Janine Varno et on peut l'applaudir. Ça va être formidable.